Merci pour votre accueil et pour votre fidélité à la cause de l'endométriose. Bienvenue à tous. Je suis très heureuse et très émue, je dois dire, parce que je vois beaucoup de monde et c'est de vous accueillir pour ce premier événement, cette première conférence en présentiel de la Fondation Recherche Endométriose et au nom du comité exécutif de la Fondation et en mon nom, puisque je suis présidente de la Fondation, je vous souhaite la bienvenue. Donc je souhaite la bienvenue à tous ceux, toutes celles qui sont ici et en ligne aussi, parce qu'il faut savoir on diffuse aussi en live en même temps. Il y a des gens qui sont ailleurs et qui ne pouvaient pas venir. Tous ceux et toutes celles qui sont, j'allais dire, atteintes elles-mêmes ou dans leurs proches, les bénévoles, les associations aussi qui nous soutiennent et qui viennent de loin parfois pour être avec nous aussi ce soir. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui œuvrent et qui ont des initiatives pour faire avancer le sujet. Et il y en a aussi dans cette salle, je le sais. Souhaiter la bienvenue également à nos mécènes, puisque la Fondation, et c'est important de le souligner, la Fondation fonctionne uniquement avec des dons, des fonds privés et des dons des entreprises, des dons des particuliers. Et donc, et je les remercie. Leurs logos sont derrière moi, mais ces entreprises nous accompagnent déjà depuis presque 2 ans, depuis que la Fondation est créée. Et c'est important qu'on soit tous réunis autour de cet événement. Alors, on a voulu effectivement placer cette conférence dans le cadre de l'Endorun, qui est une course connectée, une course caritative qui a été organisée depuis plusieurs années par l'association de patientes Endomind et qui est destinée à lever des fonds pour la recherche. Donc c'était important de parler de la recherche pendant cette conférence, en même temps que ce cours, j'allais dire l'Endorun, parce que ça donne du sens en fait. On court et on marche pour lever des fonds pour la recherche sur l'endométriose. On a 160 ans de retard à rattraper et je pense que là on va pouvoir vraiment accélérer. Et c'est la mission effectivement de la Fondation. Donc depuis 2 ans, on s'est fixé cette mission d'accélérer la recherche pour l'endométriose, pour enfin trouver, comprendre la maladie, faire un diagnostic plus tôt et puis surtout trouver des traitements. C'est ce qui nous tient à cœur et c'est ce qu'on fait avec tous. Il y a une deuxième mission aussi de la Fondation qui est l'information et je pense que ce soir on est là pour ça. C'est de donner accès à ce qui se passe sur la recherche. Quelquefois on ne sait pas toujours ce qui se passe et ce soir vous allez pouvoir voir ce qui se passe sur la recherche et vous allez pouvoir entendre des chercheurs parler de leurs projets. Et puis il y a un troisième volet à notre mission aussi qui est de créer un écosystème parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont très engagés sur la cause de l'endométriose et vous en êtes, mais il y a des gens qui sont un peu dispersés et on a envie de créer du lien entre toutes ces initiatives et c'est ce qu'on fait. Et je pense que la conférence d'aujourd'hui avec tous les participants sont vraiment des gens qui ont des initiatives, qui sont intéressés et on voudrait vraiment fédérer toutes ces énergies pour faire avancer la cause de l'endométriose et encore une fois la recherche. Sans la recherche, on n'avancera pas, on ne comprendra pas cette maladie. Donc c'est vraiment un sujet qui est primordial pour une maladie qui a peu de solutions aujourd'hui et qui est mal connue. Donc en fait aujourd'hui, vous allez avoir une première partie qui va vous présenter un peu l'état de la recherche fondamentale et la recherche clinique sur l'endométriose. Ensuite, vous aurez des chercheurs qui vont vous parler des projets qui sont soutenus par la Fondation. On a lancé donc 2 appels à projets, un l'année dernière, donc 2 chercheuses viendront parler des projets qu'on a soutenus l'année dernière, et les 3 nouveaux chercheurs et chercheuses qui sont soutenus cette année, puisque l'appel à projet vient de se terminer. Donc là, ça va être un peu la révélation des projets qu'on soutient, et les chercheurs eux-mêmes, d'ailleurs, l'ont appris il y a juste 2 semaines. On leur a donné la réponse en leur disant qu'on allait soutenir leurs projets. Donc voilà, on va parler de ces projets-là aujourd'hui. Et puis une troisième partie qui nous tient beaucoup à cœur aussi pour la Fondation, c'est la recherche participative, parce que les patientes, elles ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer, oui, dans les associations de patientes, mais chacune a un rôle à jouer aussi dans la recherche. Marina en donnera des exemples, et puis vous verrez, on a constitué un comité consultatif de patientes et d'aidants pour nous aider à réfléchir au sein de la Fondation. Donc c'est important que les patientes sont au cœur. Je dis toujours, la Fondation, elle a été créée par et pour les patientes. Donc je pense que c'est ce qui est important. Donc maintenant, je vais demander à Christelle Perrault, qui sera l'animatrice de cette soirée, qui interrogera les chercheurs. Christelle, elle est patiente experte. Là aussi, c'était important pour nous d'avoir une médiatrice des patientes pour poser les questions aux chercheurs. Alors, patiente experte, ça veut dire quoi? C'est un diplôme. Donc, Christelle, elle s'est formée pendant 1 an à l'université Paris-Sorbonne, donc en médecine, pour être formée comme patiente experte et pour pouvoir elle-même
accompagner d'autres patients. Donc elle met au service d'autres patientes à la fois son expérience et ce qu'elle a appris pendant sa formation, notamment pour monter des modules d'éducation thérapeutique patiente, qui sont vraiment des façons d'aider les patientes à prendre en charge, à être actrices de leur maladie et surtout de leur parcours de soins. Donc voilà, je te laisse parler, Christelle, et puis interroger nos chercheurs. Merci. Alors, merci à vous d'être tous si nombreux. Je vais donc, nous allons parler de l'état de l'art de la recherche sur l'endométriose avec, j'appelle Madame Marina Farskov et le professeur Sofiane Bendifala. Merci. Oui. Non, je suis là. Moi, je ne bouge pas. C'est ma place. Marina Farskov, vous êtes chercheuse et épidémiologiste, à l'INSERM et présidente du comité scientifique de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Et vous travaillez depuis 17 ans sur l'endométriose. Vous êtes passée par l'Australie, par Harvard, avant de revenir en France. Et vous connaissez bien la recherche sur la maladie. J'ai entendu dire qu'il y avait peu de recherche sur l'endométriose en France. Est-ce vrai ? Alors oui, c'est vrai pour certains types de recherches. Mais dans un premier temps, je voudrais vous parler de différents types de recherches qui existent et un petit peu du paysage de la recherche publique en France. Pour pouvoir situer un peu... Tout à fait. Donc la recherche, de manière générale, s'organise en recherche fondamentale et en recherche appliquée. Donc ce qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est la recherche qui va répondre à des questions fondamentales, donc qui va porter sur des phénomènes naturels et dont le but, ça va être de produire des connaissances. Et donc ce type de recherche-là est effectuée en laboratoire par des chercheurs. Et ça va être ce qu'on connaît, donc la recherche en biologie, la recherche en épidémiologie, en génétique, en sociologie, etc. Et cette recherche, elle peut se faire à l'université ou bien dans des laboratoires de recherche publics. Et donc, en termes de laboratoires de recherche, il y a différents grands organismes de recherche publique qui existent. On peut citer parmi ceux-ci l'INSERM, qui est l'Institut national pour la santé et la recherche médicale, qui est le seul institut de recherche dédié à la santé humaine. Il y a également le CNRS, qui est le Centre national pour la recherche scientifique et qui est un petit peu plus large et qui va concerner la recherche sur le vivant, sur la matière et aussi sur les sociétés humaines. Et puis on peut citer aussi l'INRAE, qui est un institut de recherche sur l'agronomie, l'alimentation et l'environnement. Et donc à côté de la recherche fondamentale, on a la recherche appliquée. Donc la recherche appliquée, c'est celle qui va viser à répondre à des questions spécifiques sur un problème. Et donc elle vise à générer des produits, des procédures, des techniques. Et elle va comprendre la recherche technologique et la recherche aussi pharmaceutique, donc qui sont toutes deux faites par des entreprises et qui sont à but commercial, et également la recherche clinique qui, elle, est à but non commercial et qui est faite à l'hôpital par des médecins principalement. Et donc en endométriose, donc principalement ce qu'il y a sur le territoire pour l'instant, et ça c'est vrai en France mais aussi dans le monde, c'est principalement une recherche clinique. Donc il y a peu de recherche fondamentale sur la maladie. Il faut savoir qu'il y a moins de 10 groupes de recherche qui s'intéressent à l'endométriose en recherche fondamentale. Oui. Et surtout, il n'y a aucune étude, aucune équipe de recherche 100% dédiée à la recherche sur l'endométriose en France. Pourquoi ? C'est une très bonne question. Alors certainement pour plusieurs raisons. Donc, selon vous, hein, oui. C'est quand même étonnant. Enfin. Alors, d'une part parce qu'il y a peu de financement sur la recherche sur la santé des femmes de manière générale. Donc, qui dit peu de financement dit voilà, peu d'équipes de recherche qui peuvent vraiment se concentrer sur ce type-là de recherche. Et puis, très certainement, c'est une maladie qui est restée méconnue pendant très longtemps. Donc, elle est aussi certainement méconnue des chercheurs. Donc, voilà. Et pour vous, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire
du coup, pour augmenter les efforts par rapport à la recherche sur l'endométriose? Alors, ce qu'on peut faire, donc c'est exactement ce que la Fondation Recherche Endométriose s'attache à faire. Donc, c'est plusieurs choses. Donc, déjà, le fait d'apporter des fonds pour développer cette recherche sur l'endométriose. C'est aussi de fédérer les chercheurs qui travaillent actuellement sur la maladie. C'est aussi d'intéresser des chercheurs qui travaillent dans des disciplines connexes et qui ont des compétences qui pourraient s'appliquer à la recherche sur l'endométriose, mais qui n'y travaillent pas encore. Et puis, c'est aussi de pouvoir sensibiliser les chercheurs, de pouvoir les informer sur qu'est-ce qu'on ne sait pas encore sur cette maladie. Et ce qu'on peut citer aussi, certainement, c'est qu'il faudrait pouvoir attirer plus de femmes dans la recherche sur l'endométriose également. Parce que si plus de femmes s'intéressent à la santé des femmes en recherche, très certainement, on aura plus de connaissances sur ce domaine. D'accord, les patientes, tout le monde, et on se met tous ensemble et on va peut-être pouvoir y arriver. Tout à fait. Ok. Et alors, c'est aussi je pense que tout le monde se pose la question du plan national, du plan national de l'endométriose. Oui. Alors, donc, vous pouvez nous en dire quelques mots? Au début de l'année 2022, il y a la stratégie nationale contre l'endométriose qui a été lancée par le gouvernement. Et dans cette stratégie nationale, il y avait un groupe, donc une priorité identifiée par le gouvernement qui était centrée sur la recherche. Et donc ce groupe recherche, donc les travaux qui sont issus de la stratégie nationale, c'est le fait de créer un PEPR, donc c'est un programme et équipement prioritaire de recherche. Donc les PEPR, ce sont des outils de consolidation ou de création du leadership français autour d'une thématique particulière. Et ce PEPR, donc il s'intitule Santé des femmes, santé des couples, et il est doté de 30 millions d'euros sur 5 ans. Donc ce n'est pas 30 millions d'euros alloués à la recherche sur l'endométriose uniquement, c'est un PEPR qui est en 3 volets. Donc il y a un volet sur l'infertilité, donc pour la partie santé des couples, un volet sur l'endométriose et un volet sur les expositions in utero aux traitements antiépileptiques. Et donc ce PEPR, donc le gouvernement a missionné l'INSERM pour le prendre en charge. Et donc ce qu'on sait actuellement, c'est qu'un document de cadrage a été rédigé à l'INSERM et qu'il est actuellement évalué par des experts. Et donc l'outcome, si vous voulez, la suite de ce PEPR, c'est qu'il y aura certainement des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets qui permettront de financer de la recherche et également des projets de jeunes chercheurs. Merci. Merci Marina. Merci. Professeure Sofiane Bendifala, vous êtes professeure en gynécologie chirurgicale et vous êtes également membre du comité exécutif de la Fondation. Alors selon vous, comment se situe la Fondation dans ce besoin de favoriser la recherche sur la maladie ? Je dirais que peut-être pour introduire un peu les choses, c'est surtout un élément essentiel pour nous et ça a constitué finalement le socle de la Fondation. Et ça fait partie des discussions qu'on a eues au tout départ, notamment avec les fondatrices Valérie, Nathalie Clary, et on s'est entendu sur des valeurs fortes, et ces valeurs fortes, elles sont les suivantes. La première chose, c'est qu'on a cherché d'emblée à avoir, dans tous les projets que l'on allait financer, un niveau d'excellence hyper élevé, et ce niveau d'excellence a comme corollaire d'avoir de la rigueur et de la transparence. Et je dirais que le meilleur exemple finalement de ces 3 éléments, c'est à la fois le conseil scientifique qui a été élaboré, sa direction qui est faite par Marina, et du coup on a des chercheurs de niveau national et international qui nous permettent d'emblée de viser ces 3 éléments. Le deuxième point de valeur important pour nous, c'est que d'emblée, on a cherché à avoir de la créativité et de l'innovation. Et ça, c'est en endométriose, à mon avis, un point essentiel, parce que c'est la seule façon qu'on aura très vite d'aborder le 3e élément, qui est celui d'avoir de l'impact sur la vie des patientes et l'impact sur la vie des gens. Patientes, couples, et puis toute prise en charge. Et donc on voit bien que finalement, sur ces valeurs-là, sur lesquelles on s'est très rapidement mis d'accord, c'est vraiment des valeurs qui sont partagées par l'ensemble du comité exécutif. Et cette feuille de route, en réalité, de l'exigence de l'excellence, c'est pour nous quelque chose qui semble être majeur. Des belles valeurs. Et la Fondation, elle finance des projets donc de recherche, mais pas que. Et en quoi elle se distingue en fait ? Je dirais que
Prenons juste finalement l'évolution de la Fondation. Créée en janvier 2021, nous sommes maintenant en novembre 2022. On a en très peu de temps réussi à obtenir des financements, financer des projets et puis surtout viser la pérennité. Financer en one shot, ça ne nous mènera pas à grand chose. Par contre, la volonté qui a été la nôtre, c'est vraiment de réussir à pérenniser ces financements pour donner une forme de perspective aux chercheurs et surtout les consolider dans leur vision et les idées. Donc du coup, la Fondation, elle a ce rôle de promoteur puisque du coup, c'est sa vision qui, du coup, à travers les financements qu'on obtient, nous permettra de viser l'excellence. Le deuxième élément, elle est aussi actrice de la recherche au sens le plus large. Valérie a pu vous le rappeler, à travers la recherche, il y a à la fois la vulgarisation des travaux de recherche, l'information qui lui est associée, et puis tous ces éléments sont des éléments d'action au concret, ou sur le terrain, et il y a d'autres initiatives qui sont réalisées, notamment pour améliorer la formation des internes. Nous avons des projets en ce sens, des ETP, des choses dont on a pu discuter, on peut éventuellement en discuter un petit peu plus tard, et c'est pour nous important. Et puis, ne perdons pas de vue un élément essentiel, c'est que, franchement, dans toutes les réunions, et puis on pourrait peut-être éventuellement avoir la transparence sur cette réunion du comité exécutif. Ce qu'on vise tous, c'est qu'on a un intérêt du bien commun et on sait finalement la responsabilité qui est la nôtre de réussir. On n'a pas d'autre choix. Pour la simple et bonne raison que Marina l'a rappelé, il y a des financements publics de l'État. En financement non gouvernemental, on vise à être les premiers. Et finalement, pour réussir à faire ça, il faut qu'on se dise, on a une exigence, on va la tenir, et c'est ça qui va nous permettre de réellement changer la vie des gens. Et on parle beaucoup, je vous ai entendu parler avec Marina également, des jeunes chercheurs. Quel rôle ils jouent, ces jeunes chercheurs? Alors, les jeunes chercheurs sont, finalement, c'est le talent, c'est la pépinière de talent. Et ça, il faut aller chercher toutes les chercheuses et tous les chercheurs en France motivés par cette idée et cette cause-là. Donc ça, c'est un point essentiel. Et c'est vraiment pour nous, déjà, ce que fait la Fondation, puisque en finançant des projets à un temps très précoce, il faut imaginer que la recherche, en fait, c'est une idée, probablement un talent ou une équipe, et donc un projet. Et ce qui est difficile à obtenir comme financement, c'est d'emblée avoir la petite étincelle qui va faire que ce projet-là, cette idée-là, va être concrète. Et il faut avoir à l'esprit que les financements publics sur le sujet sont des financements de plus grande envergure qui ne permettent pas toujours de donner cette petite étincelle. Et donc ce rôle de catalyseur est fondamental et c'est ça que vise la Fondation. Pour les jeunes chercheurs, c'est également pour nous l'idée, à court terme, d'être finalement une pépinière de talent. Et on parlait d'écosystème au départ. Oui, c'est ça réellement qui fait la différence. C'est être capable de proposer des financements pérennes, de donner une perspective aux chercheurs de valoriser ses idées et derrière de lui donner les moyens d'emblée, à partir d'une idée, d'avoir de la recherche, un projet, des résultats et de penser à l'application concrète pour les malades. C'est ça la priorité. Merci. Et du coup, est-ce qu'on peut voir précisément maintenant où en est la recherche aujourd'hui? Alors, sur le plan de la recherche clinique, effectivement, je vais plutôt préciser la question de la recherche clinique. J'ai fait un petit tour avant d'arriver sur... Marina précisera pour le reste les deux penchants que vous nous avez... Je vais. Du coup, pour la recherche clinique, j'ai fait un petit tour avant d'arriver sur la question de la recherche clinique et sur un site qui répertorie toutes les études du monde entier sur cette thématique-là. J'en ai trouvé une centaine. Globalement, on pourrait dire que c'est pas si mal que ça. Et sur cette centaine d'études de recherche clinique, vous avez globalement 3 thématiques qui sont traitées. La première, c'est la question de la fertilité au sens large. Après, on peut préciser le sujet. La deuxième, c'est celle de comment est-ce qu'on améliore la qualité de vie des gens à travers des thérapeutiques, qu'elles soient hormonales et non hormonales. Et le troisième élément, qui est un élément un petit peu plus général, c'est celui du rôle de ces médicaments pour le parcours de soins des malades. Voilà globalement ce qui se passe. Donc, ce qui veut dire qu'en pratique, une fois que j'ai résumé ces 3 sujets-là, vous voyez bien que lorsque vous êtes patiente ou lorsque vous êtes chercheur, il y a un monde et un fossé entre ce dont on a besoin et la réalité des choses. Et ce sujet-là a été adressé à travers une étude qui a posé la question à des chercheurs, à des patientes, quels sont les points les plus importants pour vous? Je ne vais pas vous cacher que ce qui revient en premier, et c'est le cœur finalement de toute la prise en charge, c'est le diagnostic. Et ça, il y a quelques études sur le sujet, mais c'est finalement pour l'instant, sur le plan de la compréhension de la maladie, de ses mécanismes, encore très peu adressé. Quand le deuxième sujet qui revient chez les malades, c'est comment je peux, à travers des thérapeutiques médicamenteuses, hormonales et non hormonales, améliorer ma vie,
améliorer ma vie en termes de qualité de vie, et améliorer ma vie en tant que couple, améliorer ma vie en tant que perspective d'obtention d'une grossesse. Et ces sujets-là sont, pour l'instant, peu ou pas traités aussi bien que l'on aimerait. Et ça renvoie à ce que disait tout à l'heure Marina, c'est que finalement, entre le sujet, son importance, le nombre de femmes concernées, il y a un fossé majeur. Et au niveau de la recherche fondamentale ? Alors, au niveau de la recherche fondamentale, il y a plusieurs grands domaines qui sont explorés actuellement. Donc, il y a la recherche en biologie, donc il y a la recherche en immunologie, en épidémiologie, en génétique, épigénétique. Ça, ce sont les grands axes de la recherche. Oui, tout à fait. Donc les grands axes de la recherche fondamentale tels qu'ils sont explorés aujourd'hui en France ou dans le monde. Donc il y a aussi tout ce qui est exploration des mécanismes physiopathologiques, des mécanismes de la douleur dans l'endométriose, aussi la découverte de biomarqueurs de détection précoce de la maladie. Et donc, voilà, enfin, ça c'est vraiment très important, mais comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup d'équipes de recherche qui sont focalisées sur ça. Et dans ces grandes thématiques, je dirais qu'il y a deux domaines qui sont relativement inexplorés. C'est d'une part l'endométriose chez l'adolescente, parce qu'on a vraiment besoin de connaître tout ce qui se passe avant le diagnostic, de savoir quels sont les facteurs, quels sont les mécanismes qui vont expliquer que la maladie se développe chez l'adolescente, donc à un âge très jeune. Et d'autre part, c'est tout ce qui touche à l'hétérogénéité de la maladie. Parce que l'endométriose, c'est une maladie qui est très hétérogène, donc que ce soit du point de vue de son apparence, donc l'apparence des lésions, mais aussi en termes de symptômes, en termes de progression de la maladie, en termes de réponse au traitement. Et en fait, pour l'instant, la recherche jusqu'à présent n'a pas pu déterminer quelles étaient les grandes formes de l'endométriose. Or, c'est vraiment ça le plus grand défi dans la maladie, et c'est vraiment la prochaine grosse étape pour la recherche sur l'endométriose, c'est d'essayer de caractériser ces différentes formes pour pouvoir développer une médecine de précision, comme on l'a fait pour le cancer du sein. Et donc, tout en découle en fait. Oui. Le diagnostic, savoir l'origine de la maladie pour pouvoir ensuite assurer une qualité de vie, des traitements et Tout à fait. Donc c'est tout à fait complémentaire à la recherche clinique et c'est très important de mener ces deux types de recherche sur les maladies. On a besoin de tous les domaines. Eh bien, merci. Alors, je vais donc appeler mesdames Axel Brulport et Madame Charlotte et le docteur Charlotte Garzinski. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse prendre un micro. Donc, Axel Brulport, vous êtes chercheuse à l'INSERM, donc on a déjà situé l'INSERM, à l'Institut Pasteur, et vous travaillez donc sur l'identification des marqueurs dans le sang menstruel. Et donc le docteur Charlotte Garzinski, vous êtes médecin dans l'équipe d'endocrinologie et de chirurgie pédiatrique du CHU de Toulouse, et vous travaillez sur un projet visant à améliorer la prise en charge des adolescentes. Donc ça a fait le lien, puisqu'on en parlait des besoins au niveau de travailler sur les origines et le public spécifique également des adolescentes. Axel Brulport, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, pour initier ce projet ? Alors notre projet, il est né de la nécessité en fait d'améliorer le diagnostic de l'endométriose, et ce qui passe en priorité par réduire le délai de retard de diagnostic qui est compris entre 7 et 10 ans actuellement suivant les études. Alors ce retard de diagnostic, il est lié à plusieurs choses. La première, c'est peut-être la diversité des symptômes de la maladie qui font que dans certains cas, elle est difficilement reconnaissable. La seconde, c'est probablement le manque de formation. Jusqu'à présent, ça s'améliore des professionnels de santé pour détecter et diagnostiquer cette maladie. Et la troisième raison, et probablement la principale, c'est que jusqu'à maintenant, le diagnostic de l'endométriose, il était posé
par chirurgie. Alors la chirurgie, c'est quand même quelque chose d'invasif, pas très pratique pour faire des diagnostics au quotidien et en routine. Alors actuellement, les médecins essaient de se baser de plus en plus sur l'imagerie, donc échographie et IRM, mais ces examens sont très difficiles à lire, à interpréter. Ça nécessite une certaine expertise, et ces experts sont très inégalement répartis sur le territoire en France. Donc notre idée, nous, c'était de proposer un outil diagnostique qui soit non invasif et qui soit accessible à toutes les patientes. Et on a donc eu l'idée de s'intéresser au sang de règles ou aux pertes menstruelles qui sont largement sous-étudiées en biologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les objectifs de votre projet et en quoi il consiste concrètement ? Alors pour les objectifs, l'objectif principal de ce projet, ça a été de chercher des marqueurs de la maladie dans les pertes menstruelles. Donc pourquoi les pertes menstruelles? En fait, parce qu'il y a deux avantages. Elles sont collectées de façon non invasive via les coupes menstruelles, ce qu'on appelle couramment les cups. Et ces pertes menstruelles, ce n'est pas uniquement du sang, en fait. On y retrouve à l'intérieur l'ensemble des cellules de l'endomètre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez les femmes atteintes d'endométriose, cet endomètre, il est malade. Donc en fait, en collectant les pertes menstruelles, on a un accès direct à la collection de ces cellules malades. Et donc nous, ensuite, on les étudie pour voir qu'est-ce qui va les différencier des cellules que l'on récolte chez les femmes saines. Et concrètement Alors concrètement, comment ça se passe dans la vraie vie? Oui, c'est ça. Alors on accueille les patientes qui ont accepté de nous donner le sang de leurs règles au laboratoire. On collecte le contenu des cups menstruels et on en extrait les cellules. Alors et une fois qu'on a extrait ces cellules, on va essayer d'identifier en fait s'il y a certaines cellules ou certains groupes de cellules qui, chez les patientes, vont exprimer leur patrimoine génétique d'une façon un petit peu différente des patientes qu'on dit contrôle, donc non atteintes d'endométriose. Alors c'est une étude pilote pour l'instant qui vise à prouver la validité d'un nouveau concept. Et on va pouvoir inclure entre 5 et 6 patientes. Alors, c'est peu. Et compte tenu de l'hétérogénéité de l'endométriose, ça nous oblige à être vraiment très stringents pour avoir des critères d'inclusion qui vont nous permettre d'avoir des résultats valides. Alors, pour vous donner un exemple, on a des critères d'inclusion qui nous permettent d'inclure que des femmes entre 18 et 45 ans qui ont des cycles menstruels réguliers, qui utilisent régulièrement une cup. Mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est les critères de non-inclusion, ce qui fait qu'on va avoir un groupe homogène de patientes et des résultats fiables. Et dans nos critères de non-inclusion, pour vous donner un exemple, c'est qu'on demande en général que ce soit des patientes qui ne soient pas sous traitement hormonal, que ce soit des patientes qui n'aient pas été enceintes dans les 3 mois qui précèdent l'étude, que ce soit aussi des patientes qui n'aient pas eu d'intervention gynécologique chirurgicale dans les 3 mois qui précèdent l'étude. Donc on réduit largement le panel de personnes que l'on peut inclure. Et j'en profite d'avoir la parole ce soir pour m'adresser aux patientes. On en a parlé. Puisqu'en fait, les patientes, quand on ne les inclut pas dans une étude, elles sont très frustrées. Et en fait, ce n'est pas parce que ce sont des mauvaises patientes, c'est juste que ces critères d'inclusion, ils sont faits pour pouvoir répondre à des questions scientifiques très précises. Et quand on ne vous inclut pas dans une étude, vous serez probablement inclus dans un tas d'autres études, puisqu'on a tous des critères d'inclusion qui sont différents. Et quand vous n'êtes pas inclus dans une étude, n'hésitez pas à diffuser l'annonce autour de vous, puisqu'il y a probablement plein d'autres patientes qui pourront y être incluses dans ces études. Et vous en êtes où après ces quelques mois au niveau de ce projet ? Alors après ces quelques mois, on a inclus la totalité des patientes du groupe contrôle, donc des patientes saines. Et on a enfin une liste de candidates de patientes atteintes d'endométriose qui rentrent dans nos critères. Donc normalement, les inclusions vont se terminer sur les mois de novembre et décembre. Et sinon, d'un point de vue des analyses que l'on fait, maintenant on a le protocole qui roule, donc on devrait pouvoir commencer à avoir les premiers résultats début d'année prochaine.
Vous nous avez fait part des difficultés, c'est essentiellement ces difficultés d'inclusion des patientes et de recherche de patientes au niveau de votre panel, en fait. Oui, nous, ça a été vraiment les objectifs qu'on s'était fixés pour avoir vraiment un groupe homogène de patientes qui nous a freiné beaucoup dans les inclusions. Et alors... qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, qu'est-ce qu'a permis la Fondation, la réponse positive de la Fondation à votre projet? Alors, de notre point de vue, deux choses particulières. En fait, c'est un concept, l'utilisation du Centreg, c'est un concept assez innovant. Et c'est un tissu biologique qu'on connaît mal, donc pour lequel on n'a pas réellement de données préliminaires. Et le soutien de la Fondation, ça nous a permis d'acquérir des données préliminaires sur les études du Centreg dans l'endométriose. Et en fait, ça a été un véritable tremplin pour obtenir des financements beaucoup plus importants qui permettront à l'étude de perdurer. Et la deuxième chose, c'est que ce projet, ça a soutenu des jeunes chercheurs, puisque moi, j'ai soutenu ma thèse il y a moins de 3 ans. On en parlait tout à l'heure, les jeunes chercheurs. Et en fait, c'est un véritable accélérateur pour la carrière des jeunes chercheurs, parce que moi, ça m'a permis d'obtenir d'autres financements derrière, pour défendre d'autres projets. Et ça permet aussi aux chercheurs de ne pas partir vers une autre thématique, puisqu'en fait, quand on est jeune chercheur, qu'on ne peut pas défendre nos projets, on a tendance à aller là où il y a le plus d'argent. Et il y a des thématiques comme la cancérologie, la neurologie ou les maladies métaboliques qui nous offrent beaucoup plus de moyens pour travailler. Donc ça, c'est vraiment fondamental si on veut arriver à créer une communauté en France qui travaille autour de l'endométriose. Merci à vous. Merci. Docteur Charlotte Garelski, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, pour ce projet ? Alors nous, à Toulouse, dans le service d'endocrinologie et de gynécologie pédiatrique, on a vu un afflux important ces dernières années de patientes, de jeunes patientes qui consultaient du coup pour des douleurs pelviennes, des dysménorrhées vraiment invalidantes avec un impact sur leur qualité de vie qui pouvait inclure un absentéisme scolaire, un isolement social. Donc on a vraiment vu ces patientes arriver en masse. On a également remarqué qu'il y avait eu pas mal d'errances médicales avant d'arriver chez nous avec du coup des défauts de prise en charge, des prises en charge tardives et un vécu qui rendait d'autant plus difficile le vécu des symptômes et de la maladie. C'est ce qui nous a poussé à essayer de comprendre un petit peu mieux les choses pour les améliorer. Et est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer les objectifs du projet et concrètement ensuite comment il se met en place ? Tout à fait. Donc l'objectif principal, c'était vraiment d'essayer de comprendre le vécu en fait et les besoins de ces jeunes patientes qui souffrent de douleurs pendant les règles, de douleurs pelviennes invalidantes. Donc ça, c'était le premier objectif. Après, on a aussi cherché à comprendre chez les parents de ces patientes quel était également leur vécu pour ces accompagnants. Et enfin, on a essayé de comprendre les représentations des soignants qui prenaient en charge ces patientes. Donc du coup, pour mener à bien cette étude, en fait, c'est vraiment une étude qualitative où on a fait des groupes de parole, en fait, qu'on appelle des focus group. Donc il y avait tout d'abord un groupe qui comprenait les adolescentes. On a scindé un groupe plutôt de collégiennes et un groupe de lycéennes. Et donc en fait l'idée c'était deux animateurs, un animateur, un observateur. Les deux étaient des psychologues qui animaient ce groupe de parole auprès des adolescentes. Je précise qu'il n'y avait pas de médecin dans les animateurs, les observateurs, pour que la parole puisse être libre. Et donc il y a plusieurs thématiques qui ont été balayées pour essayer de comprendre un petit peu leur parcours de prise en charge, leur vécu, leurs besoins, comment elles se projettent sur la suite et bien sûr les répercussions de leur douleur sur leur vie quotidienne. Donc voilà, ça c'était un des groupes de parole. Ensuite, on a aussi fait un groupe de parole
pour les parents de ces adolescentes. On a réuni les parents des groupes des collégiennes et des lycéennes ensemble pour qu'ils puissent aborder également les différentes thématiques, des répercussions sur la vie familiale, des symptômes de leur enfant, comment ils avaient vécu le parcours de prise en charge, leurs besoins, et pareil, comment ils projetaient un petit peu la suite. Et enfin, il y avait ce dernier groupe de parole pour les soignants. Donc là, ça incluait surtout des médecins, donc pédiatres, soit endocrinologues, gynécologues, des médecins de la douleur, également des gastropédiatres et des pédiatres en libéral également. Voilà, donc ça c'était le dernier point pour voir les représentations des soignants. Toutes ces discussions pendant les groupes des paroles ont été enregistrées pour être retranscrites ensuite, pour après être analysées par un laboratoire de sciences sociales via l'aide d'une sociologue et d'un logiciel aussi, pour voir un petit peu toutes les thématiques qui ressortaient pour aider ensuite à la prise en charge de ces patientes. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur... est-ce que vous avez des résultats ? Alors, donc aujourd'hui, on n'a pas encore de résultats vraiment. On en est pour premiers... l'instant. Alors, où est-ce qu'on en est ? On finit de retranscrire un petit peu tout ce qui a été dit dans ces groupes de parole avant l'analyse. Donc, on n'a pas du tout eu d'analyse pour l'instant de ce qui a été dit. Mais par contre, on a lu tout ce qui a été décrit dans les groupes de parole. Et il y a quand même des choses qui sont ressorties. Donc, notamment dans le groupe des adolescentes, ce qu'on a remarqué. L'une des premières choses, c'était lors de la prise en charge de ces jeunes patientes aux urgences. En fait, elles se sentaient un petit peu baladées, entre guillemets, entre les différents services, parce que les urgences pédiatriques considèrent qu'à plus de 16 ans, il n'y a pas lieu d'être prise en charge aux urgences pédiatriques. Les urgences adultes les renvoyaient vers les urgences gynécologiques. Donc, généralement, elles allaient sur plusieurs sites avant de pouvoir enfin être prises en charge. Et une fois qu'elles étaient prises en charge, et après leur avoir donné des antalgiques, ce qui est ressorti comme phrase, c'est vraiment il n'y a rien, vous pouvez rentrer chez vous. Et ça a été décrit à l'oral, à l'écrit, parce qu'elles pouvaient aussi dessiner, écrire des choses. Donc c'était un peu les éléments importants. Et surtout que, un peu par hasard, dans les différents groupes, il y avait un groupe où il y avait plus de patientes qui avaient eu des passages aux urgences, et un autre qui n'était pas passé par les urgences. Et il y avait vraiment une méfiance vis-à-vis du corps médical qui était beaucoup plus importante chez les patientes qui étaient passées par les urgences que celles qui n'étaient pas. Voilà. Ensuite, ce qui est ressorti, c'est la culpabilité un petit peu des patientes qui considéraient leurs symptômes, leurs douleurs comme un handicap pour leur entourage. Et ce qu'on a constaté, c'est que parmi les différentes thématiques, toutes les thématiques étaient discutées un petit peu de façon équivalente, quel que soit l'âge des patientes. Notamment, les thématiques de sexualité et de fertilité étaient abordées dans les deux groupes de façon équivalente. Donc ça, c'est pour ce qui est du groupe des adolescentes. Ensuite, concernant les parents, donc on avait... déjà, ce qui est notable, c'est que il y avait 10 parents, et parmi les 10 parents, il y avait deux hommes, et donc il y avait 8 mamans, un père et un beau-père. Donc c'était intéressant d'avoir l'avis aussi. Tout le monde est partie prenante dans l'histoire. Voilà. Et voilà, eux, ce qui ressortait, c'était leur sentiment d'impuissance vis-à-vis des symptômes de leur fille, de la prise en charge de leur fille, et de culpabilité, beaucoup de culpabilité. Il y avait un père qui disait il nous faudrait un guide un petit peu des parents pour savoir comment savoir quels sont les signaux d'alarme pour adresser notre fille en consultation spécialisée, etc. Voilà ce qui est ressorti. Et alors, pour le groupe... Le groupe des soignants. On a vu qu'il y avait quand même des divergences de représentation au niveau, entre les représentations des soignants et celles des patients et des parents, ce qui expliquait probablement aussi parfois les défauts de prise en charge ou la méfiance qui pouvait s'installer
entre les patients et les soignants. Et c'est vrai, cette difficulté des soignants a du coup faire face à une réticence vis-à-vis du corps médical. Voilà. Et je pose la question aussi des difficultés, mais aussi des succès par rapport à votre projet. Qu'en est-il ? Alors, dans les difficultés, ce qui n'était pas forcément évident, c'était de réunir sur des groupes de parole, voilà, à la fois les patients, les parents, sur un même moment pour effectuer ces groupes de parole. Mais sinon, il y avait quand même un engouement très important de la part vraiment à la fois des patientes et des parents qui sentaient vraiment, qui sentaient qu'on voulait un petit peu être à leur écoute sur ces sujets-là. Donc il y a vraiment eu un engouement. Ce qui est innovant et créatif, on le voit là, au niveau du projet également, hein, comme avec... Tout à fait. Enfin, on a vu que ça a suscité de l'intérêt et c'est ce qui a permis que les choses se passent bien et se mettent en place finalement assez rapidement. Donc ça, c'était vraiment une chose positive. Et après, c'est vrai qu'on était une équipe très pluridisciplinaire parce que donc, l'équipe d'endocrino-gynécopédiatrie et l'équipe de la douleur ont travaillé ensemble, les médecins et les psychologues, et on a fait appel également à donc ce laboratoire de sciences sociales avec des sociologues qui nous aident à analyser tout ça. Et le fait de travailler de façon pluridisciplinaire, c'était vraiment intéressant. Ça nous a appris à plus et mieux travailler ensemble et à ce qu'il y ait des nouveaux projets qui émergent également. On voit bien la collaboration également entre les patientes, les parents, les chercheurs, les équipes médicales. Enfin, moi, je suis ravie, hein, je vous l'ai déjà dit quand on s'est vus. Et du coup, je vous pose également la question de ce que vous a apporté la Fondation dans ce projet. Et, vous pouvez... Nous, la Fondation, ça a été une aide vraiment indispensable pour que ce projet puisse être mis en place, parce que avec seulement l'aide de l'hôpital public, on n'aurait pas pu. On sait que c'est quand même assez compliqué d'avoir des financements en général, et c'est vrai que là, ça nous a vraiment, ça a été l'impulsion pour pouvoir faire naître et élaborer ce projet. Donc ça a été une aide fondamentale et ça nous a permis d'avoir des nouvelles idées et de pouvoir faire émerger des nouveaux projets par la suite. Donc merci beaucoup pour votre aide. Merci la Fondation. Merci, la Fondation. Merci à vous, Mélissa Barkat de Fradas, donc qui représente en fait Alexandra Alverne. Et vous êtes chercheuse à l'Institut des sciences de l'évolution du CNRS de Montpellier. Et vous présentez un projet sur les origines développementales de la maladie de l'endométriose. Donc ça, ce sont pour les appels à projets pour 2022. Merci, bonsoir. Alors Mélissa, je reprends, je reprécise bien que je suis ici pour représenter la coordinatrice du projet qui est Alexandra Alverne et qui malheureusement n'a pas pu se joindre à vous aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous présenter du mieux que je peux dans le temps qui est imparti son projet. Voilà. Et qu'est-ce qui a amené justement à ce projet ? Alors Alexandra Alverne est anthropologue de la santé. Elle s'intéresse tout particulièrement à la santé des femmes, aussi bien dans ses aspects biologiques que ses aspects sociaux et culturels. Donc elle a beaucoup de terrain, notamment en Inde par exemple, et elle a pas mal de projets de recherche qui s'intéressent au cycle menstruel des femmes. Et c'est donc tout naturellement qu'elle s'est récemment intéressée à l'endométriose, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, on a effectivement assez peu de recherches qui s'intéressent à cette pathologie. Et l'été dernier, elle s'est rendue à un congrès international de médecine évolutive qui avait lieu au Portugal, où elle a rencontré un biologiste qui s'appelle Bernard Crespi et qui s'intéresse à certaines pathologies qui présentent des symptômes diamétralement opposés, comme par exemple l'endométriose et le syndrome ovarien polykystique, qui vont avoir des symptômes qu'on peut
qu'on remarque, et des origines d'ailleurs qui sont tout à fait opposées. Et par ailleurs, pendant ce congrès, Alexandra était logée chez une de ses amies au Portugal qui elle-même souffre d'endométriose. Et donc le soir, en rentrant là où elle était hébergée, elle a parlé donc à sa collègue en lui disant qu'elle avait entendu une conférence très intéressante sur l'endométriose et donc son amie lui a dit ça serait super que tu t'intéresses à cette pathologie dans le cadre de tes recherches fondamentales puisqu'on est un labo CNRS et c'est ainsi que le projet est né. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les objectifs du projet ? Bien sûr. Donc les objectifs du projet que développe Alexandra s'intéressent justement à la détermination de biomarqueurs précoces de la maladie et elle s'intéresse notamment à la dérégulation hormonale qui peut expliquer l'émergence de cette pathologie chez les patientes qui sont concernées. Alors ce qu'il y a d'intéressant, et comme vous le disiez Marina tout à l'heure, quand on jette un œil à la littérature scientifique en recherche fondamentale, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait pas mal de choses sur l'endométriose, notamment que il semblerait que, on sait que les femmes qui souffrent d'endométriose présentent des taux de testostérone qui sont moindres par rapport aux femmes qui ne souffrent pas de cette pathologie. Testostérone, c'est le stéroïde, une hormone sexuelle, l'hormone sexuelle masculine principalement, mais ça ne veut pas dire que les femmes n'en ont pas. Elles en ont aussi, mais évidemment dans des proportions moindres que les femmes, à l'inverse des œstrogènes, et on a le même pattern pour les œstrogènes. Et les femmes qui souffrent d'endométriose présentent aussi des taux d'une autre hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est une hormone qui intervient qui a des propriétés contractiles sur notamment les muscles lisses, comme les muscles de l'utérus, et qui peut expliquer justement ce taux élevé d'ocytocine qui caractérise les patientes qui souffrent d'endométriose, peut expliquer aussi les douleurs pelviennes qui sont fréquemment associées à cette pathologie. Donc, il se trouve aussi que la testostérone, donc l'hormone sexuelle masculine, elle, alors comme on le disait la dernière fois quand on a discuté, oui, qui est en grosse proportion chez les hommes, elle est supposée diminuer le seuil augmenter le seuil de la douleur. Alors bon, ça nous a fait un peu sourire parce que voilà, normalement les messieurs quand ils sont malades devraient supporter plus, c'est ça. Bon, en l'occurrence, il se trouve que les femmes qui ont moins de testostérone supportent mieux la douleur et donc ce qui peut expliquer les très grandes douleurs que connaissent les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est justement le fait qu'elles aient des très forts taux d'ocytocine, qui est encore une fois cette hormone qui intervient dans le travail parturient pour déclencher l'accouchement qui va déclencher les contractions utérines. Donc Alexandra, dans son projet, ce qu'il y a d'original dans le projet qui est développé par Alexandra, c'est que typiquement toutes ces... on sait pas mal de choses sur l'endométriose, mais par exemple donc ce taux de testostérone plus faible au niveau prénatal, mais également ces femmes présentent aussi des taux de testostérone moindres postnatalement, donc en tant qu'adultes, des taux d'ocytocine qui étaient élevés à l'âge adulte, mais aucune des études qui existent actuellement ne se sont intéressées à étudier tous ces paramètres dans la même étude. Et c'est typiquement l'originalité du projet d'Alexandra. Il est également original parce que c'est un projet pluridisciplinaire qui regroupe plusieurs disciplines, des biologistes de l'évolution, mais aussi elle travaille avec une gynécologue du CHU de Montpellier qui va permettre donc de monter le projet. Et concrètement, comment est-ce qu'il y a des phases? Combien de temps? Ça, on veut savoir combien de temps. Ça paraît toujours long pour les patientes, mais du coup, on aborde la temporalité. Combien de temps ça devrait durer, les phases? Donc là, le projet a été financé pour une durée de 1 an. Et d'ailleurs, bien sûr, Alexandra parle à travers moi pour remercier très sincèrement le soutien de la Fondation. On va passer les premiers mois à obtenir le CPPRB, c'est le comité de protection des personnes, qui est un document nécessaire pour pouvoir conduire des recherches sur l'homme, avec un grand H, sur l'humain. Voilà. Donc il faut qu'on obtienne déjà l'autorisation de l'hôpital pour pouvoir conduire ce projet. Ensuite, on se donne 6 mois pour recruter les patientes, avec tous les problèmes de recrutement que l'on vient d'évoquer, puisque comme vous l'avez dit, l'endométriose est une maladie
protéiforme. Et il va falloir évidemment essayer de constituer du mieux qu'on peut un groupe, nous espérons, de 20 patientes in fine qui présentent donc un profil comparable pour pouvoir les comparer avec 20 autres patientes qui ne présentent pas donc de symptômes d'endométriose. Donc ça, on se donne à peu près 6 mois pour recruter le panel de sujets de cette étude. Et puis ensuite, donc, le protocole et bien scientifique a été mis en place pour pouvoir obtenir donc, les mesures directes et indirectes d'hormones, donc testostérone et ocytocine, mais également des mesures indirectes, puisque dans d'autres papiers qui s'intéressent aussi à l'endométriose, il a été montré qu'il y avait une mesure très particulière qui s'appelle la distance anogénitale et qui permet, dont la longueur est complètement déterminée in utero à l'exposition de certaines hormones, notamment la testostérone. Donc on va utiliser un set de mesures indirectes et directes pour pouvoir les associer au profil de l'endométriose et permettre donc de mieux connaître cette pathologie. Et quand on en saura un peu plus sur les aspects hormonaux, nous espérons in fine pouvoir proposer des thérapies qui soient plus ciblées, des thérapies individualisées qui prennent en compte la variabilité justement des taux d'hormones qui sont différents chez chacun des individus, qu'ils soient malades ou pas malades. Vous avez résumé, je n'ai même pas besoin de vous demander au niveau des retombées du coup. Merci. Merci encore pour Alexis. Merci. Je vais donc appeler Monsieur Nicolas Chevalier. Alors, merci. Vous êtes chercheur, j'ai oublié un petit mot. Vous allez me corriger, mais vous êtes chercheur au laboratoire des systèmes complexes. Il y avait quelque chose là. C'est matières et systèmes complexes. Vous êtes donc chercheur au laboratoire des matières et systèmes complexes du CNRS à l'université Paris-Cité, dont votre projet porte sur la compréhension des mécanismes d'hypercontractilité de l'utérus dans l'endométriose. Excusez-moi. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a amené à ouvrir ce projet ? Donc, j'ai pour la première fois entendu parler de l'endométriose en 2015 à peu près. Donc on commençait à en parler dans les journaux. Et c'est mon ex qui m'a interpellé en me disant « Toi qui travailles sur l'intestin, pourquoi est-ce que tu fais pas quelque chose d'un peu plus utile ?» T'es chercheur, je te connais. Comment ça se passe ? Et est-ce que tu pourrais pas t'occuper de cette maladie ? Et notamment, elle avait une connaissance qui en souffrait. On l'aime bien. C'est ça. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette pathologie, notamment en cherchant des liens avec ce sur quoi je travaillais, l'intestin. Et donc, il y a un lien important, c'est le type de muscle, qui est du muscle lisse dans les deux cas. Donc c'est un muscle qui peut se distendre énormément, notamment pour accueillir les bébés. Et il a également la propriété d'être autocontractile. Donc contrairement au muscle squelettique, qu'on va déclencher sous l'effet d'impulsions nerveuses, le muscle lisse se contracte tout seul de manière rythmique. Et ces contractions, comme l'ont expliqué ma collègue, sont également dépendantes des hormones. Et donc, il se trouve que dans la littérature, des chercheurs allemands, entre autres M. Leyendecker, a trouvé que les femmes qui souffrent d'endométriose ont une hypercontractilité utérine, c'est-à-dire que la pression à l'intérieur de leur cavité utérine est 2 fois supérieure à la normale. Le nombre d'ondes contractiles qui sont générées est également 2 à 3 fois supérieur en un même laps de temps. Et ces ondes vont dans la mauvaise direction, au mauvais moment du cycle menstruel. C'est-à-dire les ondes contractiles dans l'utérus qui n'est pas enceinte ont 2 rôles. L'un, c'est lors de l'ovulation pour faire remonter le sperme vers les ovaires. Et l'autre, c'est au cours des règles pour évacuer les débris menstruels. Donc vous pouvez imaginer que si ça ne va pas dans le bon sens, on se retrouve avec des débris menstruels, potentiellement dans des endroits ectopiques, qui sont un
un des syndromes de l'endométriose. Et qu'inversement, ça peut créer des problèmes de fertilité qui sont aussi associés à l'endométriose. Voilà, donc ça c'est le... Merci. Et du coup, au niveau des objectifs du projet, Oui, alors la question centrale, c'est pourquoi est-ce que ces femmes ont une hypercontractilité ? Et donc on va aborder le problème sous deux angles. L'un, c'est celui de la physiologie. Alors nous, ce qu'on sait bien faire, c'est prendre des petits organes vivants, les sortir de l'organisme hôte, bon, ça peut être des poulets, des souris, et les mettre dans des milieux de culture, et on réussit à continuer à avoir les contractions de ces organes pendant un jour, 2 jours, même une semaine. Et en fait, on fait la même chose maintenant sur l'utérus. Où est-ce qu'on récupère les utérus? J'allais demander. Comment ça se passe? On travaille sur des restes opératoires suite à des opérations d'hystérectomie, qui sont l'ablations totale de l'utérus, qui peuvent avoir lieu pour différentes raisons, donc soit l'endométriose en dernier recours, soit des cancers ovariens par exemple, des myomes qui vont être notre groupe contrôle. Voilà. Et donc il y a un autre on récupère l'organe auprès des anatomopathologistes de l'hôpital Saint-Joseph, qui sont nos collaborateurs sur ce projet. Et on en découpe des petits morceaux et on les met en bain de culture pour observer les contractions. Ensuite, on peut les observer même 2 à 3 jours plus tard, après l'opération. Et là, on a un dispositif spécial qu'on va développer dans le cadre du projet, qui va nous permettre de regarder les contractions d'une centaine de fragments en même temps, pour pouvoir tester 100 substances différentes sur un même utérus. Alors, les substances intéressantes, ça peut être les polluants organiques persistants, qui sont dits pouvoir être associés à l'apparition de l'endométriose. Ça peut être les hormones, pour comprendre si la femme malade a une réponse hypersensible à ces hormones en termes de contractilité. Et finalement, ça peut être des molécules du régime alimentaire. Au niveau de l'alimentation aussi. Exactement, pour donner des recommandations diététiques. Est-ce qu'il y a des choses à éviter parce que ça contracte trop, ou au contraire qui permettrait de retrouver une contractilité plus normale. Donc voilà, ça c'est le premier angle. Oui, c'est ça. Vous aviez abordé 2. Oui, c'est ça. Et le deuxième, c'est de l'histologie. L'histologie, donc on va découper des tranches fines de tissu et on va regarder les types cellulaires. Et ce qu'on va essayer de faire différemment par rapport à ce qui est fait d'habitude, c'est de regarder sur de grandes zones, c'est-à-dire sur tout le myomètre, c'est le muscle utérin, qui fait à peu près 3 cm d'épaisseur, de pouvoir scanner toute la zone pour déceler des changements entre groupe sain et contrôle, et pour déterminer à quel niveau du myomètre, parce que c'est pas évident où cela pourrait avoir lieu, et de regarder en profondeur dans le tissu pour faire des reconstructions en 3D. Et ça, c'est des choses des protocoles qui ont été développés depuis 20 ans à peu près, qui permettent aujourd'hui de transpariser les tissus, donc d'appliquer des substances chimiques pour enlever tout ce qui fait qu'un tissu est opaque. Et ça permet de regarder avec le microscope en profondeur, et donc de regarder en 3D, et notamment pour reconstruire l'arrangement musculaire de l'utérus, qui est très complexe, et c'est très utile. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes phases, du coup, concrètement, comment ça... Donc le projet va se faire sur 3 ans. Et va permettre le recrutement... L'importance du temps, oui. Savoir. Exactement. C'est ça. Il va permettre le recrutement d'une doctorante sur toute la durée du projet. Et donc je tiens à remercier à nouveau vivement la Fondation pour son soutien, parce que ça va nous donner une impulsion vraiment déterminante, je pense. Et la doctorante, moi-même et une assistante ingénieure de notre laboratoire vont travailler là-dessus, en collaboration avec les chirurgiens gynécologues et experts en diagnostic de l'hôpital Paris Saint-Joseph.
Voilà. Je tiens en particulier à remercier Éric Petit, qui, sans qui cela n'aurait pas eu lieu, parce que c'est lui que j'ai appelé il y a 4 ans pour lui dire, et qui m'a dit « Ah oui, les contractions, c'est ça qu'il faut faire !» et qui a été très encourageant par rapport à tout ça. Et du coup, quelles retombées vous... Les retombées, donc c'est à la fois en termes éventuellement de recommandations diététiques, de développement de médicaments pour mieux contrôler la contractilité, de compréhension pour savoir justement si ça passe plutôt par une hypersensibilité hormonale ou bien une modification structurelle de comment est le muscle dans une femme qui souffre d'endométriose, parce que c'est une maladie qui se développe sur le temps long. Donc il se peut tout à fait que son myomètre soit différent, que les fibres ne soient pas alignées dans le même sens, par exemple, à différents endroits. Par mécanique. C'est ça, et que si jamais c'était le cas, ça donnerait des pistes, un petit peu comme pour les appareils dentaires, on recale les dents comme il faut, mais là on pourrait mettre un appareil peut-être pour remettre les fibres dans le bon sens. Ouh. Voilà. On prend. Voilà. Eh ben, merci à vous. Merci à vous. Merci. Et j'appelle donc Julie Tabiasco, chercheuse à l'Institut des maladies infectieuses et inflammatoires à l'INSERM de Toulouse. Et votre projet vise à modifier la réponse immunitaire locale pour éliminer les lésions d'endométriose. Tout à fait. Très bien résumé. Qu'est-ce qui vous a amené à ce projet ? Eh ben, moi aussi, c'est complètement par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années sur les cellules immunitaires présentes dans l'utérus pendant la grossesse. Mais alors, ça n'avait aucun rapport avec l'endométriose. Et puis après, j'ai changé de thématique. J'ai travaillé sur la modulation du système immunitaire dans le cancer pour éliminer... Le projet visait à moduler la réponse du système immunitaire pour éliminer les cellules cancéreuses. Et puis, il y a 3 ans, donc j'ai une amie qui m'a contactée pour monter une équipe à Toulouse, à nouveau, sur la reproduction. Et il a donc fallu que je trouve une thématique qui me soit propre dans cette équipe. Et en faisant un petit peu de biblio, reproduction, modulation du système immunitaire, j'ai découvert l'endométriose. Vous ne travailliez pas auparavant sur l'endométriose? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, j'ai découvert l'endométriose. J'avais donc des connaissances sur le système immunitaire dans les tumeurs. Je travaillais sur une molécule particulière qui permet de moduler le système immunitaire. Oui. Et il se trouve que cette molécule est très fortement exprimée aussi dans l'endométriose. Et donc, j'ai démarré un projet. Et il se trouve que les résultats préliminaires que j'ai déjà obtenus étaient quand même assez prometteurs et manifestement convaincants, puisque ça m'a permis d'obtenir ce financement, dont d'ailleurs je profite pour remercier chaleureusement la Fondation. Et donc les objectifs de ce projet? Alors les objectifs de ce projet visent à faire la preuve que la molécule en question est une cible thérapeutique intéressante pour traiter l'endométriose. Donc il y a 2 axes. Pour l'instant, il semblerait que les résultats préliminaires que j'ai montrent qu'on peut empêcher l'installation des lésions dans un modèle animal en travaillant sur cette molécule. Et puis il y a un deuxième axe sur lequel je n'avais pas encore travaillé, qui vise à permettre l'élimination évidemment de lésions déjà installées, puisque l'endométriose, c'est une maladie installée qu'au moment où on la découvre. Ça va être très difficile de faire de la prévention immunitaire. Voilà. Donc le projet vise à ça. Et concrètement, comment ça se passe? Il y a des phases au niveau de la temporalité. Donc c'est un projet... Vos partenaires, parce qu'on parle à chaque fois, vous ne travaillez jamais tout seul. Voilà. Donc dans l'équipe, moi je vais travailler avec une assistante ingénieure qui travaille avec nous. Donc ça fait 2 ans que je développe ce projet avec des étudiants en M2, donc je vais continuer avec des étudiants. Et donc en fait c'est un projet qui se fait évidemment, c'est un modèle de modèle animal, dans lequel j'induis une
l'endométriose. Et donc, le projet est financé pour 2 ans, et je pense que dans 2 ans, j'espère pouvoir avoir la preuve du concept que cette molécule est une cible thérapeutique. Et bon, cette molécule, en plus, est déjà utilisée. Donc, c'est une molécule qui est déjà ciblée pour le cancer et pour lequel il existe déjà des médicaments qui ont passé la phase 1. Il y a un médicament qui cible cette molécule qui est passé en phase 2 dans le traitement du cancer. Donc, c'est la question que vous allez me poser, quel va être l'avantage? Ça, et donc, en fait, c'est une retombée. L'avantage de la retombée, c'est que c'est un médicament qui a déjà commencé un développement et qui pourrait être qui pourrait passer finalement sur l'endométriose sans repasser toutes les étapes très préliminaires de développement. Donc on pourrait gagner un petit peu de temps si effectivement on arrive à faire la preuve du concept que cette molécule est une bonne cible thérapeutique. Eh bien, merci à vous. Merci à vous surtout, et merci à la Fondation. Nous allons donc parler de l'implication des patientes et de la recherche participative. Et donc, je rappelle Marina Parkovs. Vous pouvez... Et également Priscilla Sarako. Le micro. C'est bon? C'est dangereux les... Ça glisse par terre, attention. Alors, Marina, est-ce que vous pouvez nous rappeler au niveau de la recherche participative et notamment le projet Compare? Oui, donc avec plaisir. Donc le projet Compare. Donc Compare, c'est la communauté de patients pour la recherche. C'est un projet donc c'est une plateforme de recherche participative qui porte sur les maladies chroniques. Donc il y a plus de 55 000 patients atteints de maladies chroniques qui sont inscrits. Et donc toute personne atteinte d'au moins une maladie chronique peut s'inscrire pour répondre à des questionnaires en ligne et participer à la recherche sur sa maladie. Et donc au sein de Compare, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont atteintes d'endométriose et ou d'adénomiose, donc qui est l'endométriose restreinte aux muscles de l'utérus, qui participent à la cohorte Compare endométriose. Et donc Compare endométriose, c'est une cohorte qui est toujours ouverte et à laquelle on peut s'inscrire et qui vise à étudier différentes choses en lien avec la maladie. Et j'ai cru comprendre que vous aviez quelques résultats. Oui, tout à fait. Donc déjà, ce que je peux dire aussi, que j'ai oublié de dire, c'est que c'est une plateforme de recherche participative et que les patientes peuvent vraiment participer activement à ce projet. Vous avez tous entendu Je ne sais pas si vous n'êtes pas encore inscrit. Allez-y. Donc c'est sur compare.aphp.fr. Et donc les manières dont les patientes peuvent être impliquées dans ce projet de recherche sont de 3 ordres. Donc tout d'abord en répondant aux questionnaires qui sont envoyés tous les mois, les patientes peuvent être vraiment actrices de la recherche sur leur maladie. Et donc ça c'est vraiment essentiel. Une autre façon d'être impliquée, c'est de faire partie du conseil scientifique. Donc il y a plusieurs patientes qui font partie du conseil scientifique, soit sous le nom d'une association de patientes, soit hors association. Et puis dans ce projet aussi, en tant que personne atteinte d'une pathologie chronique, et ici en l'occurrence de l'endométriose, les personnes peuvent proposer des sujets de recherche pour pouvoir explorer des questions à l'aide des données. Donc c'est vraiment une recherche participative en ces sens-là. Et donc voilà, effectivement, donc on a commencé à avoir quelques résultats. Donc déjà, il y a une première bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'avoir la nouvelle que le premier article scientifique vient d'être accepté dans le Journal of Women's Health. Donc on est très contents et contente. Et donc c'est une première étude qu'on a rebaptisée l'étude baguette magique, parce qu'on a demandé aux patientes, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre prise en charge? Donc c'est une étude un petit peu qualitative dans laquelle on a analysé les réponses de 1000 patientes.
Et parmi ces 1000 patientes, donc elles ont soumis environ 2500 idées qu'on a regroupées en, alors j'ai mes antisèches, en 61 idées et 14 thèmes. Et donc pour vous dire un petit peu les 3 thèmes qui sont ressortis principalement, donc c'est tout d'abord d'améliorer la connaissance et la reconnaissance de l'endométriose par les soignants. C'est vraiment ce qui est ressorti de manière principale. Ensuite, c'est de mettre fin aux violences médicales en termes de banalisation des symptômes et de position paternaliste aussi. Et la 3e idée, juste pour vous faire le top 3, c'est d'améliorer la prise en charge des symptômes et des soins spécifiques à l'endométriose. Et donc ça, c'est une étude qui est assez importante parce que ça donne des pistes d'amélioration de la prise en charge pour vraiment écouter les patientes, qu'est-ce qu'elles veulent pour améliorer leur prise en charge. Prise en charge et qualité de vie, du coup, par... Tout à fait. Et donc, il y a plusieurs autres études en cours. Donc, il y a une étude dont on a déjà présenté des données préliminaires, qui est une étude sur le délai de diagnostic. Donc, classiquement, on parle d'un délai de diagnostic moyen de 7 ans pour la maladie. Dans la cohorte compare endométriose, ce délai est de 10 ans en moyenne. Et on est en train d'étudier les facteurs qui sont associés positivement à ce délai pour voir un petit peu sur quels facteurs on peut jouer pour justement essayer de réduire ce délai. À côté de ça, donc il y a plein d'études en cours en ce moment dans Compare. Donc il y a 2 études d'ordre méthodologique, on va dire. Une étude de répétabilité, en fait, dans laquelle on teste la concordance dans les réponses entre 2 questionnaires qui portent sur des douleurs passées. Donc c'est une étape assez importante en termes de méthodologie épidémiologique, on va dire. Une autre étude méthodologique porte sur le taux de validation de l'endométriose pour valider en fait le diagnostic d'endométriose, l'âge au diagnostic et puis aussi le type et le stade de la maladie pour pouvoir déterminer voilà, quand les patientes nous disent qu'elles ont eu tel et tel type d'endométriose et qu'on regarde dans les comptes rendus, donc pouvoir déterminer et fournir un pourcentage, ça c'est très important en fait dans toute étude épidémiologique. Et puis ensuite, on a d'autres études en cours, donc une étude sur les thérapies alternatives. On a une étude très intéressante aussi sur les trajectoires de symptômes douloureux au cours du temps, donc pour déterminer quelle est l'évolution typique des douleurs d'endométriose, donc de différents types de douleurs des patientes au cours du temps. Une étude sur l'ALD aussi qui est en cours pour pouvoir déterminer quelles sont les caractéristiques qui sont associées au fait d'avoir demandé l'ALD, le fait de l'avoir obtenu aussi, pour pouvoir déterminer s'il y a des disparités géographiques sur le territoire. Une étude descriptive sur les traitements également, une étude sur les complications chirurgicales. Et puis on a des études qui vont venir. Donc le mois de novembre, c'est le mois de sensibilisation aux douleurs neuropathiques. Une étude qui a déterminé qu'il y avait environ 40% de patientes qui souffraient de douleurs neuropathiques. Et donc, on va lancer un questionnaire avec une grande enquête sur cette thématique d'ici fin novembre. Et en décembre, on va travailler également sur santé reproductive et infertilité. Et juste pour terminer, une autre bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, c'est qu'on vient d'obtenir 2 financements, donc de la Fondation Apicil et de la Fondation de France, pour étudier la douleur dans la cohorte compare endométriose. Donc voilà, ça démarre très bien, on est très contente. Ouais, j'applaudis. De beaux projets, de beaux résultats, belles retombées, merci. Merci. Priscilla, qui est aussi patiente experte diplômée et qui est qui fait partie du comité consultatif patiente et aidant. Alors pourquoi un comité consultatif au sein de la Fondation pour l'endométriose ? Alors déjà, ça a commencé avec le COMEX, puisque je fais partie aussi du comité exécutif de la Fondation. C'est Valérie et Nathalie qui ont fondé la Fondation qui m'avaient tout de suite dit il nous faut une patiente experte dans le COMEX parce qu'on a besoin de ce regard croisé entre à la fois des chercheurs, des médecins, des entrepreneurs, des patients. Donc c'était très important. Et puis on s'est dit, en fait, il faudrait aller plus loin. Parce que moi, je ne représente pas 2 à 4 millions de femmes en France, en fait. Et on ne peut pas faire un comité avec 2 à 4 millions de femmes. Déjà 10 personnes pour organiser une visio, c'est compliqué. Mais l'idée, c'était d'essayer de choisir un panel de personnes, alors des patients,
des patientes pour le coup, et aussi aidants, parce que c'est une maladie qui touche également énormément les proches. Donc c'était important pour nous d'avoir un panel très large. Donc en fait ça a pris un peu de temps parce que voilà, la première année de la fondation il faut un peu se mettre dedans et puis cet été du coup on a créé ce qu'on appelle le CCPA, le comité consultatif de patients et aidants. On a envoyé en fait un questionnaire finalement via nos réseaux sociaux pour essayer de recruter finalement une dizaine de personnes avec des profils très différents. Alors peut-être qu'il y en a certaines qui sont dans la salle, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a qui nous regardent en visio en tout cas dès ce soir et que je salue. L'idée c'était d'avoir des profils très différents, des âges différents, des stades. Alors on parle plus de stades de la maladie, mais des personnes qui sont impactées plutôt au niveau douleur, des personnes qui sont impactées plutôt au niveau fertilité. Donc on a réussi à avoir 9 patientes et une aidante qui est maman d'une patiente atteinte d'endométriose. Et le premier but du coup de ce comité était de donner un peu notre avis au comité scientifique. Alors nous, bien sûr, on n'est pas du tout en capacité de lire l'étude en entière et d'évaluer la qualité scientifique de l'étude. Par contre, on est en capacité de lire ce qu'on appelle l'abstract, c'est le résumé finalement qui résume l'étude, et de dire ok, ça c'est quelque chose, on trouve que c'est quelque chose qui a un réel intérêt pour les patientes. Parce que au final, les chercheurs ils font un travail formidable, mais il peut y avoir une différence de réalité entre ce que la patiente elle vit au quotidien et ce que le chercheur il a envie, sur quoi il a envie de travailler. Bien qu'on ait vu que les histoires qui amènent au projet de recherche sont souvent très personnelles. Donc voilà. Et donc c'était le premier but en fait finalement, c'était de donner une notation. Donc Marina m'avait passé un tableau avec une notation qui permet du coup d'évaluer ces projets par rapport à l'intérêt que ça représente pour les patientes. Et la première réunion a été d'ailleurs assez houleuse, puisqu'on n'était pas tout à fait toutes d'accord par rapport à chaque projet, mais c'est ça qui était beau, on a pu débattre et se mettre d'accord par la suite, et ensuite on a pu envoyer les résultats au conseil scientifique qui le prenait en considération. Alors bien sûr, nous si on mettait 5 sur 5 à un projet qui au niveau scientifique malheureusement n'était pas au niveau, c'est pas ça qui allait changer les choses, mais par contre ça pouvait avoir un impact pour déterminer entre deux projets qui étaient très bons, parce qu'on peut pas financer tout le monde malheureusement, même si on aimerait bien. J'ai beaucoup parlé. Oui, mais t'as résumé. Est-ce que tu pourrais nous résumer les missions de ce comité ? Alors, bien sûr, les missions, donc j'ai parlé de la première mission qui est peut-être la plus importante finalement, qui va se reproduire tous les ans, mais ce ne sera pas seulement ça, ce sera également de pouvoir visionner, regarder un petit peu comment ce genre d'événement se déroule, pour s'assurer en fait que c'est ce que les patientes recherchent, c'est ce que le grand public recherche qu'on mette en avant au niveau de la fondation, que ça soit aussi un travail au niveau du site internet, de pouvoir voir ce qu'on diffuse sur le site internet, que ça soit accessible au grand public. La première raison pour laquelle on a fait cette réunion, quand on en a parlé avec Valérie, on s'est dit mais il faut rendre accessible la recherche. C'est vrai que ça fait un peu peur à chaque fois, il y a des mots très compliqués, voilà, on a peur d'un peu s'endormir des fois aussi parce qu'on ne comprend pas, c'est normal. L'idée c'était vraiment de mettre la recherche au niveau de tout le monde parce que ça a un impact sur la vie de tout le monde, donc il faut que ça soit accessible. Et les informations qu'on diffuse sur le site internet de la Fondation, qui est un site internet qui regorge de plein d'informations très intéressantes. Donc je vous invite à aller y faire un tour. Oui, j'ai pas mentionné, mais vous pouvez retrouver les textes sur le site de la Fondation, tout ce qui a été abordé aujourd'hui sur le site de la Fondation. Avec des interviews du conseil scientifique, avec beaucoup d'informations comme ça. Et donc voilà, le conseil consultatif de patients et aidants aura ce but-là, et de pouvoir faire remonter aussi à la Fondation les besoins des patientes. Qu'est-ce que la Fondation pourrait faire aussi pour aider les patientes dans le cadre de la recherche, toujours, bien sûr. Les réalisations, là, déjà, il y a déjà des choses. Du coup, cette première réunion. La première réunion. Voilà, comme je disais, on a monté ce comité cet été. L'idée, c'est pas que c'est un comité, ce comité va pas durer toute la vie. D'ailleurs, comme le comité exécutif, l'idée, c'est aussi qu'il puisse évoluer et que d'autres patientes puissent prendre le relais par la suite, puisque, comme on disait,
on l'a dit plein de fois ce soir, c'est une maladie qui est très pluriforme, hétérogène, etc. On a besoin de renouveau aussi pour représenter la maladie, donc c'est très très important qu'on puisse renouveler ce comité. On n'a pas défini encore le temps, mais peut-être tous les 3 ans, voilà, quelque chose comme ça. Alors, je pense que nous allons passer aux questions. Je te donne un micro. Est-ce qu'il y a Je pense qu'on peut prendre un petit peu de temps pour des questions et toutes les personnes qui ont fait des présentations pourront vous répondre. Bonsoir. Alors j'ai 2 petites questions. Une principalement parce que je suis mandatée par mon médecin pour avoir des informations concernant le fameux test salivaire dont on a entendu parler. Qu'est-ce qu'il en est? Pour qui il sera éventuellement commercialisé? Quelles conditions de remboursement? Quel coût? Deuxième question, est-ce que vous envisagez de faire une étude sur l'impact de l'endométriose dans le milieu professionnel, notamment dans les secteurs principalement féminins? Parce que personnellement, je suis dans un milieu professionnel très féminin, on est très nombreux à avoir de l'endométriose, donc d'où des conséquences importantes sur l'activité. Et troisième petite question, c'était aussi au niveau de... Non, je ne sais plus. Je l'ai noté, mais c'est pas grave. Voilà, merci. On répond aux 2 premières, comme ça vous pourrez retrouver la 3e. Je vais prendre la 2e, après je passerai le micro à Sofiane. Sur effectivement l'impact de l'endométriose au travail, c'est un sujet que la Fondation a décidé de prendre. Donc on est en train de travailler dessus, effectivement. C'est d'ailleurs un des volets du plan national endométriose. Ça a été clairement noté, en fait. Il doit y avoir des actions de sensibilisation de toutes les lignes managériales dans les entreprises, avec des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, et que les entreprises qui s'engageraient dans ces plans d'amélioration pourraient même être labellisées. Et donc en fait on a monté un projet au sein de la Fondation pour travailler avec des grands groupes. Alors pour commencer plutôt autour des assurances, des mutuelles, mais tous les grands groupes où effectivement la population est importante et notamment féminisée, pour mener des enquêtes et effectivement pouvoir tracer des voies d'amélioration dans ces entreprises. Donc c'est un sujet qu'on prend et qu'on espère faire avancer effectivement. Mais c'était bien intégré dans le plan national, donc c'est quelque chose qui va avancer. Valérie, si je peux rajouter un truc, sachez que nous, l'association Endomind, on fait des interventions en entreprise, des tables rondes, pour sensibiliser notamment l'ensemble des collaborateurs, les managers. On parle avec les médecins du travail aussi, et pour essayer de mettre en place des solutions. Alors ça peut paraître des solutions anodines, mais il y a des entreprises qui ont mis des stands bouillottes, par exemple. C'est tout petit, mais ça peut améliorer quand même pas mal de choses. Et effectivement, il y a quand même le ministère du Travail qui fait partie des ministères impliqués dans la stratégie nationale, donc il y a vraiment une volonté là-dessus, sur toutes les maladies chroniques d'ailleurs. Hein. Vraiment, et de toute façon, tout ce qu'on fera sur l'endométriose ouvrira la porte aussi à d'autres améliorations pour d'autres maladies. Sofiane, je te laisse. Simplement pour préciser la question du test salivaire, il faut avoir à l'esprit qu'actuellement, il est dans sa 2e phase de maturité, c'est-à-dire que dans quelques semaines, on devrait avoir les résultats de l'étude sur 1000 patientes réalisées qui sert à valider les résultats de l'étude initialement publiée. Donc du coup, incessamment sous peu, on va avoir la confirmation. Il faut savoir que sur le plan scientifique, les résultats d'une analyse intérimaire, c'est-à-dire première phase de l'étude sur 1000 malades, confirment exactement les mêmes résultats. Donc on est très confiant sur la solidité sur le plan scientifique de ce test. La deuxième partie de la question, les autorités de santé en France se sont saisies du dossier, et donc du coup c'est en cours de réflexion, discussion, et vous vous doutez bien que ce qui finalement est le point qui va cristalliser tout ce que vous avez cité, c'est d'avoir des résultats scientifiques probants, et c'est ça qu'on va fournir dans pas très longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sofiane. Vous avez retrouvé la 3e question, non ? Alors, si on parle d'information de généraliste, juste, on va revenir aussi sur le site de la Fondation. On a fait un webinar, je reviendrai dessus, parce qu'on est soutenu par General Electric sur ces initiatives de webinars comme la conférence aujourd'hui. Et on a fait un webinar à destination des professionnels de santé de premier recours, donc les généralistes, les gynécologues de ville, mais aussi les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmières scolaires,
Ça dure 50 minutes. Vous pouvez le retrouver en replay sur le site de la Fondation. Et ça donne vraiment le parcours, comment on accueille, en fait, en se mettant dans la peau, vraiment dans les baskets d'un professionnel de santé qui reçoit des femmes qui souffrent de dysménorrhée, comment l'écouter, comment poser un pré-diagnostic, vers qui l'orienter. Donc de façon très pédagogique, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être regardé très facilement. Et après, j'allais dire, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est un MOOC. Il y a un MOOC qui a été fait en collaboration avec le ministère de la Santé par des professionnels de santé, qui est un MOOC de plusieurs heures, là, qui est vraiment de la formation vraiment sur l'endométriose beaucoup plus pointue. Donc on commence à avoir des outils qui peuvent être utilisés par les professionnels de santé. Et puis sur la formation, il y a aussi il y a la construction des filières de soins qui est en train de se mettre en place sur tous les territoires, enfin sur l'ensemble du territoire par région. Et le rôle des filières, c'est aussi de mettre en place des formations, des e-learning, voilà, de communiquer sur ce qui existe déjà, parce qu'il faut aussi utiliser ce qui existe déjà, notamment le MOOC. Donc c'est en cours, mais ça prend du temps. C'est un peu long, mais c'est normal. Ça avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question là-bas, madame. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonsoir. Moi, je suis une jeune patiente, mais une ancienne souffrante. Donc, je voulais vous solliciter, et je profite du fait qu'il y ait des représentants du conseil scientifique et exécutif, sur le rapprochement entre les patientes et la science. Alors, Priscilla, on en a parlé un petit peu, on en a discuté un petit peu avant ensemble. Toute la littérature scientifique est en anglais. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés pour arriver à accéder à ce savoir. Mais dans mon cas, ça a été vraiment essentiel. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à ça. Tout simplement. Tout simplement. Je rappelle que ça fait moins de 2 ans qu'on existe et qu'effectivement, non mais vous avez raison, enfin, c'est un sujet effectivement important. On a pris cette mission d'essayer de traduire, de vulgariser des informations, notamment les dernières informations sur la maladie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc ça fait partie de la mission, oui. Et j'insiste parce que effectivement, arriver à la source de l'information rend la patiente vraiment autonome dans sa démarche de soins. Et je trouve ça essentiel en tant que patiente. On est absolument d'accord avec vous, et c'est ce que disait Priscilla, c'est l'importance d'avoir des patientes avec nous aussi pour réfléchir à ça. Et je pense que vous avez absolument raison, c'est important de comprendre et de participer. Donc c'est tout le travail, mais c'est un travail de longue haleine qui commence et qu'on a à mission et à cœur de mettre en place. C'est très clair. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi le fait d'identifier précocement la maladie évite son aggravation ou diminue son aggravation? Parce que c'est ce que j'ai vu dans le fascicule et je n'y connais absolument rien. Deuxième question, est-ce que cette maladie est plus importante dans certains pays que dans d'autres? Est-ce que historiquement c'est quelque chose qui s'est développé dans le temps et y a-t-il des études dans cette analyse-là? Je vais laisser professeur Bentifala répondre. Merci pour ces excellentes questions. Je vais les reprendre à l'envers. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ça va dans le sens de cette première question. Il y a actuellement sur Internet un très bel article réalisé sur Fertile Stérile qui parle de l'histoire de l'endométriose dans le temps, qui va de quasi la préhistoire jusqu'à nos jours. Et cet article-là, en fait, il nous dit une chose importante, c'est que la question des douleurs pelviennes et des dysménorrhées, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Et en fait, on a des sources qui remontent très loin sur l'histoire de ces douleurs. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste quelque chose sur lequel maintenant il faut s'intéresser, on s'y intéresse. La deuxième partie, la question du diagnostic précoce. En fait, il y a une réflexion générale en médecine qui est assez simple, c'est de dire que plus tôt vous diagnostiquez la maladie, en endométriose, la preuve n'est pas encore faite, mais du coup, on peut faire l'hypothèse que plus tôt on diagnostique la maladie, plus tôt on va se focaliser sur la suite. La suite, c'est l'accompagnement de la douleur, la gestion de la douleur, la prévention des complications de la douleur sur la qualité de vie et tout ce qui s'ensuit, sur la fertilité. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un élément important à avoir à l'esprit, c'est que quand vous avez mal, vous avez une forme d'empreinte qui va rester sur votre corps, sur votre esprit. Et donc plutôt on casse ce cycle de la douleur et donc la sensibilisation centrale, plutôt on peut espérer du coup améliorer les choses. Donc un diagnostic précoce, c'est vraiment la pierre angulaire. Et là clairement, que l'on s'intéresse aux patientes ou que l'on s'intéresse aux chercheurs, on est tous d'accord pour dire que c'est ça qui va être vraiment le catalyseur de la suite. Et la suite, je viens de l'évoquer. Il me semble avoir... Bonsoir. Alors moi je travaille à l'Éducation nationale, je travaille dans un collège
Et on voit encore des jeunes filles en souffrance. Et je trouve que parfois les infirmières scolaires, certaines qui viennent d'arriver ont en tête justement l'endométriose, mais d'autres continuent à dire aux jeunes que c'est normal de souffrir. Et je trouve qu'on voit de plus en plus de jeunes qui souffrent, mais du coup on leur interdit presque la souffrance, c'est-à-dire qu'on leur dit, ben voilà, c'est normal, tu as tes règles, en gros tu dois souffrir. Et moi, je ne vois, il y a dans l'infirmerie où je travaille, il y a juste une petite plaquette, endométriose et rien d'autre. Et je me disais, mais à quel moment il va y avoir une vraie présence on va parler vraiment endométriose, avec par exemple EndoRun dans les écoles, EndoRun qui va justement arriver dans les collèges, dans les lycées. Et on sait qu'il y a des jeunes filles qui, dès l'élémentaire, ont déjà des règles précoces et elles souffrent déjà. Et en fait, on n'en parle presque pas. Et les parents aussi ont du mal à accepter la souffrance de leurs enfants et représentent en leur disant à nouveau, ne t'inquiète pas, ça passera avec l'âge quand tu auras un enfant. Et moi, j'ai beau, quand je reçois les parents et quand je vois des jeunes filles qui vomissent, qui sont pliées en deux, essayer d'expliquer aux parents qu'il est important d'aller chez un gynécologue. Les parents ont du mal à y aller chez le gynécologue, ils vont chez un généraliste et on retrouve le même discours. Et tous les mois, j'ai des jeunes filles qui sont absentéistes parce que justement, elles sont en souffrance. À quand votre présence au ministère et dans les écoles? Priscilla va en parler. Oui, juste ça aussi, c'est une thématique qui figure dans le plan national endométriose, et effectivement qui s'appuie en disant les infirmières scolaires doivent être formées et doivent pouvoir prendre en charge les adolescentes. On a vu ce gros sujet, Marina l'a dit, il y a cette insuffisance de connaissances et de prise en charge. Et effectivement, le plan national laisse aussi la place aux associations d'œuvrer. Et effectivement, Endomind et Priscilla travaillent sur un projet et a démarré un projet pour les adolescentes. Je te laisse en parler. Oui, du coup, si ça peut vous rassurer, on a reçu une très belle dotation de l'assurance maladie de 80 000 € pour mettre en place des actions au niveau des ados, pour la prise en charge des ados. Donc ça fait à peu près depuis cet été depuis cet été on y travaille. C'est long parce qu'on veut faire aussi les choses bien et pas juste rapidement. Donc normalement on devrait avoir des choses qui seront prêtes d'ici je dirais mars. Pour mars 2023, que ce soit pour de la sensibilisation dans les collèges-lycées, que ce soit sur des packs pour les infirmières scolaires, avec des affiches, avec des livrets en fait pour accompagner les jeunes filles sur ok, vous avez des douleurs pendant les règles, comment est-ce que vous pouvez être orienté en mettant une orientation vers les filières de soins pour être orienté tout de suite vers des médecins de premier recours qui sont formés et qui peuvent identifier l'endométriose, parce que on peut très bien être prise en charge par un généraliste, une sage-femme, surtout dans les débuts de l'endométriose, quand il va s'agir d'un traitement de premier recours, que ça peut être une hormonothérapie, ou même derrière, si c'est pour orienter vers de l'activité physique adaptée, vers de la kiné, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner un maximum de clés en main, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, donc oui, Valérie l'a dit sur la stratégie nationale, ça a été dur, cette stratégie nationale, ça a été vraiment très très dur. La question des adolescentes, ça a été aussi très très dur, mais c'était vraiment une vraie volonté du ministère, donc ça c'est quand même une bonne chose, que les patients soient diagnostiqués le plus tôt possible et qu'elles soient pris en charge aussi, parce que c'est bien diagnostiqué, mais il faut aussi prendre en charge, ça on est bien d'accord. Et il n'y a pas que les infirmières scolaires qui vont être formées, il y a en fait tous les personnels qui sont en contact avec les jeunes. Donc ça va être aussi des éducateurs, ça va être aussi des formations qui vont être faites pour au niveau de l'éducation nationale, au niveau des intervenants, que ce soit les CPE, les profs, les surveillants, que ce soit aussi tout ce qui va être activité sportive. L'idée, c'est vraiment que on puisse identifier très rapidement. Ensuite, attention, et je pense que le professeur Benifala va pouvoir compléter avec ça. Douleur de règles, ça ne veut pas dire endométriose automatiquement. Il y a d'autres syndromes, il y a d'autres possibilités. Par contre, dès que ça devient handicapant, bien sûr, ça veut dire qu'il y a quelque chose et qu'il faut le prendre en charge. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a de l'endométriose. Donc il y a aussi cette notion-là qui est importante, de pouvoir bien identifier. Et surtout, en fait, au final, le diagnostic, c'est une chose, mais il faut juste prendre en charge ces jeunes filles pour éviter qu'il y ait une chronicisation de la douleur, pour éviter qu'il y ait un traumatisme, que ça soit d'avoir mal tous les mois ou qu'on nous dise que c'est dans notre tête, ce qui est tout à fait ridicule, puisqu'effectivement,
tout ce qui est nerveux, c'est dans la tête, hein, donc enfin, système nerveux. Donc bon, mais bref, tout ça pour dire, vous inquiétez pas, c'est en train de se mettre en place, mais comme tout, c'est des chantiers qui sont énormes. On fait le maximum. On est des bénévoles. C'est pas évident tous les jours, et heureusement qu'on a quand même des soutiens, voilà, du gouvernement, de l'assurance maladie, pour avoir des financements pour mettre en place tout ça. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Peut-être juste une dernière question, parce que je pense qu'on a bien débordé. Alors c'est vrai qu'on a commencé en retard, une ou deux, alors, mais après on conclut. Bonsoir, donc je me prénomme Manéida, je viens de la Guyane. Du coup, ma question serait pour Axel, c'est une chercheuse, oui voilà. Je voudrais savoir, est-ce que les recherches en fait sont ouvertes à tout type, je dirais ethnie en tout cas, à tout type de personnes, puisqu'en fait, nous, en Outre-mer, généralement, on nous a toujours dit, nos parents, que c'était normal d'avoir mal. Donc, aujourd'hui, comme la parole est ouverte à se dire, non, c'est pas normal, est-ce que, quand je suis curieuse en fait de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont... Alors nous, dans nos critères d'inclusion et d'exclusion de l'étude, il n'y a aucun critère d'ethnie. Et même maintenant, dans les quelques études qui sont parues, les résultats, ils ont volontairement inclus des patientes de toutes les ethnies, et les résultats ont été ajustés en fonction des ethnies pour voir justement si c'était quelque chose qu'il fallait qu'on prenne en compte, qui pouvait faire varier les résultats des études. Et ils se sont rendus compte que non. Donc en général, il n'y a aucune raison qu'on inclue l'ethnie dans les critères d'inclusion ou critères d'exclusion. Ce n'est pas quelque chose qui semble être déterminant pour l'instant. Mais... Oui, c'est pareil, en épidémiologie, il n'y a pas de critères de non-inclusion sur l'ethnie, bien au contraire. En fait, on veut vraiment étudier la maladie de manière globale chez tout le monde. Et si historiquement, on pensait que la maladie touchait plus fréquemment les femmes blanches, c'était en fait un biais de sélection, un biais d'accès aux soins. Et on montre aujourd'hui que la maladie touche toutes les ethnies. Et donc, on a tout à fait besoin d'étudier la maladie chez tout le monde. Et juste, si je peux rajouter quelque chose, un point complémentaire sur ce que vient de dire Marina. Il faut savoir que nous, en France, la question de l'ethnie est difficile à envisager sur le plan éthique et notamment sur le plan des inclusions. Quand vous comparez les études nord-américaines et les études européennes, notamment en France, en fait, nous, on ne peut pas citer le phénotype afro-caribéen comme c'est cité, par exemple, dans les études américaines. Ça, c'est une première limite pour nous en recherche clinique. Et le deuxième point important, pour cette question de la variation, ça a été posé aussi, est-ce qu'il y a des différences selon les continents, selon les pays, etc. Ce qu'on a sur les données de Santé publique France, c'est qu'il n'existe pas de variation à quelque chose près sur l'ensemble des régions en France. Après, on a tous, dans notre expérience, l'impression quand même que des patients venant d'outre-mer ont des formes plus sévères de la maladie, peut-être beaucoup plus développées, avec une expression de la maladie un peu différente du reste. Ça, c'est subjectif, ce que je viens de vous dire là, c'est mon expérience personnelle. Les données qu'on a sur le sujet ne sont pas tout à fait en faveur de ça. Oui. Bon, alors deux dernières. Madame, là. Madame, oui, au fond. Je suis jeune chercheuse du coup et également patiente. Et j'aurais également une question qui n'a pas forcément été abordée ce soir, c'est l'association de l'endométriose avec d'autres pathologies, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont l'endométriose, mais une autre maladie, et notamment des maladies auto-immunes, certaines Mickey. Et est-ce qu'on connaît un lien entre l'endométriose et ces autres maladies? Et est-ce que ces autres maladies ne peuvent pas aussi permettre la caractérisation et la meilleure compréhension de l'endométriose? Si, absolument. Merci beaucoup pour cette question très intéressante. Donc moi, c'est personnellement une thématique de recherche qui m'intéresse beaucoup et sur laquelle je travaille assez. Effectivement, donc j'ai pas de chiffres comme ça, mais dans Compare en tout cas, donc il y a un projet qui est vraiment centré sur les maladies chroniques. On voit que beaucoup de patientes ont non pas une, mais 2, 3, 4 maladies chroniques, voire plus. C'est absolument intéressant et important. Vous citiez les Mickey, les maladies auto-immunes. Effectivement, il y a un lien qui a été montré entre l'endométriose et ces maladies. On manque de données pour le moment parce que la recherche qui a été faite sur ces liens n'était pas assez robuste méthodologiquement, parce que pour pouvoir étudier la question est-ce que l'endométriose augmente le risque
de ces pathologies ou est-ce que ces pathologies augmentent le risque d'endométriose. Il faut pouvoir se situer dans certains contextes. Mais dans Compare, on vient juste d'obtenir un financement de la Fondation pour la recherche médicale pour un doctorant qui va venir étudier justement cette question de la multimorbidité dans l'endométriose. Et ça, c'est vraiment primordial, en tout cas dans ce qu'on fait, dans les études dont on compare, on voit que très souvent, le fait d'avoir plusieurs pathologies est un facteur qui ressort pour beaucoup de questions de recherche. Donc c'est, à mon sens, vraiment primordial et vous avez tout à fait raison. Et du coup, ce point de réflexion est majeur parce que du coup, ça veut dire que collectivement, il faut qu'on imagine qu'à l'avenir, diagnostiquer l'endométriose, c'est un point, mais imaginer les autres maladies associées, c'en est un autre. Et donc, du coup, c'est un réflexe qu'on va devoir tous acquérir. En tout cas, dans ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que l'endo, c'est une chose. Et puis, posez-vous toujours la question de est-ce qu'il existe autre chose. Et ces données résultats-là nous montrent bien qu'il faut y penser parce que du coup, négliger cette seconde partie revient à pas tout à fait correctement accompagner les malades. Pardon, juste pour compléter sur la question, est-ce que ça peut aider à caractériser la maladie ? Oui, potentiellement, donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce projet de thèse, mais ça peut aussi ajouter au délai de diagnostic, parce qu'il peut y avoir une confusion des symptômes dans certaines pathologies qui coexistent chez une même personne. Et donc c'est assez complexe, ça rend les choses assez complexes, mais justement c'est très important de l'étudier. Merci. La toute dernière question. Oui, bonjour. Lorsqu'une jeune femme a été diagnostiquée endométriose profonde du ligament utérosacré et superficielle avec troubles urinaires et digestifs, les traitements hormonaux ne lui font pas grand-chose. Est-ce qu'il faut vraiment envisager une opération qui semble assez lourde sur une femme de 20 ans? Première chose, l'indication chirurgicale est hautement subjective. Et en fait, dans tout ce qu'on connaît de la littérature sur le sujet, il n'y a que deux indications. Un, en cas d'échec des thérapeutiques pour optimiser la qualité de vie. Pour l'instant, le critère d'âge ne rentre pas en compte. Et deux, pour éventuellement optimiser les chances de grossesse. Et donc, dans tout ce que je viens de vous dire là, ça ne tient absolument pas compte de l'âge. Il est clair que pendant très très longtemps, on a opéré des jeunes filles de 18, 19, 20, 21, 22 pour faire ce qu'on appelle la résection, donc l'ablation de ces lésions. Clairement, on est en train de changer notre fusil d'épaule et donc du coup, les indications chirurgicales maintenant tentent d'aller vers une seule indication chirurgicale, une seule fois dans la vie, avec un axe clair qui est celui de privilégier le projet de conception. Donc si vous me dites 20 ans, j'ai l'endométriose profonde des ligaments utérosacrés avec ou sans atteinte ovarienne, clairement, je vous dis qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale. Donc du coup, ça veut dire aussi que dans les outils que l'on a pour accompagner la malade, il faut être capable d'être beaucoup plus consistant parce que la chirurgie est parfois visualisée ou vue par les patientes comme étant l'ultime alternative et ce n'est pas toujours successful. Alors, pour les patientes qui n'ont pas les moyens financiers, sachez qu'il y a de l'éducation thérapeutique qui se met en place. C'est un ensemble d'ateliers qui sont proposés aux patientes où on va retrouver voilà, tous ces outils-là. Ça dépend des endroits, bien sûr, parce que ça dépend des intervenants. Vous avez de la chance parce qu'en Ile-de-France, il y en a quand même 2 qui sont proposés sur 8 sur l'ensemble du territoire. Je vous dis, vous avez de la chance parce que voilà, il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. C'est 100% gratuit puisque c'est pris en charge par l'ARS. Aujourd'hui, il y a 2 centres en Ile-de-France. Il y a l'hôpital Saint-Joseph à Paris et Poingine, qui est un groupement de soignants en Ile-de-France. Vous n'avez pas besoin d'être suivi par le centre pour pouvoir suivre ces ateliers. Sachez que nous, on communique au quotidien sur, voilà, il y a une nouvelle session qui va se passer à Saint-Joseph, etc. Sur notre site, il y a la liste avec tous les programmes d'éducation thérapeutique qui existent en France qui sont actifs. Et vous avez juste à les contacter voilà, pour pouvoir entrer dans la prochaine session. Alors, vous n'avez pas accès à 10 séances d'ostéo, des choses comme ça, mais ça vous permet déjà d'avoir certains outils, d'avoir des connaissances, de savoir quel traitement prendre à quel moment, de pouvoir échanger avec d'autres patientes. C'est déjà une bonne chose. Merci Priscilla. Donc on va conclure. On va conclure en effet, mais je pense que l'intérêt, et on voit que toutes les questions montrent l'intérêt, et on voit comment on a glissé de la recherche à la prise en charge, ce qui montre combien, effectivement, on a encore besoin de comprendre la maladie pour mieux l'accompagner. Donc je vous remercie tous d'être venus. C'est le moment des remerciements. Donc c'est jamais le truc le plus simple, mais quand il vient du cœur. Donc je remercie les intervenants parce que c'est du travail de pouvoir passer des messages pédagogiques autour de la recherche. Donc merci à vous. Je remercie les chercheurs qui vous ont présenté les projets soutenus par la Fondation et je les félicite
Parce que, et j'en profite aussi pour remercier Marina et le comité scientifique. On a un comité scientifique vraiment qui travaille d'arrache-pied sur les appels à projets, qui est extrêmement exigeant sur des critères d'innovation, de qualité scientifique, de qualité de publication des équipes, d'intérêt pour les patientes. Et si ces chercheurs ont passé le crible de l'examen des rapporteurs du comité scientifique, c'est que ce sont vraiment des projets qualitatifs. Moi, je les trouve passionnants. Enfin, à chaque fois que je les entends, je pourrais les écouter pendant des heures. Vous avez vu, ça donne des pistes pour comprendre la maladie, ça donne des pistes potentiellement pour des traitements plus tard. On se parle de plusieurs années. La recherche, ça prend des années, mais ces graines qui sont plantées sont importantes. Et vous avez vu combien des chercheurs qui travaillaient sur d'autres thématiques commencent à s'intéresser à l'endométriose. Et c'est ça que la Fondation veut pousser, c'est susciter l'intérêt de chercheurs qui travaillent sur le cancer, sur l'intestin, des biophysiciens qui travaillent sur la contraction de l'intestin et qui un jour s'intéressent à l'utérus endométriotique. Et c'est ça qui nous permettra de croiser les compétences, les regards et d'être créatifs pour trouver des solutions. Donc je les remercie et encore une fois je les félicite parce que c'est vraiment un travail exceptionnel. Ils sont en train d'ouvrir des voies. Donc c'est important. Je remercie aussi General Electric Healthcare qui est l'entreprise qui nous accompagne sur les webinars, sur la réalisation et sur l'enregistrement aujourd'hui de cette émission qui sera diffusée aussi en replay. Je remercie aussi l'équipe de Boarding Pass qui nous a accompagnés sur un travail pas évident sur une grande salle comme ça. Donc merci à vous. Merci aux bénévoles. Donc les bénévoles qui vous ont accueillis sont des bénévoles de l'association Endomind, puisqu'évidemment on travaille beaucoup ensemble. Et puis voilà, merci à vous tous. N'hésitez pas, vous avez vu qu'on peut participer en tant que patient en recherche participative, en participant à Compare, au comité consultatif patiente pour la prochaine édition. Vous pouvez aussi faire des dons, hein, vous avez aussi des leaflets, mais c'est important, et participer à l'Endorone, embarquer vos amis, votre famille, c'est important parce que c'est aussi de la bonne humeur, le sport, et je pense que c'est bien aussi d'être de bonne humeur sur une cause qui est quand même grave et qui nous touche quand même tous de près ou de loin, mais en général plutôt de près. Donc merci à vous, bon retour et surtout, prenez soin de vous. Et merci Valérie. Merci Valérie.